Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur le blog sphère-économique.com. Alors aujourd'hui on a le plaisir de retrouver François Deltour, directeur du développement chez Fédéral Finance. François, bonjour. Bonjour. Alors François, pourriez-vous nous expliquer quelle est la différence entre gestion active et gestion passive? Oui, tout à fait. En gestion active, un fonds d'investissement utilise un élément humain, le gérant, pour acheter ou vendre des titres avec l'objectif de surperformer soit le marché, soit un indice de référence. Le gérant d'actifs utilise pour cela des analyses économiques, des analyses financières, son jugement, des outils, etc. pour se forger une conviction et décider d'acheter ou de vendre un titre. A l'opposé, la gestion passive ou gestion indicielle est une gestion dont l'objectif est de répliquer un indice, évidemment donc sans essayer de le surperformer. En gestion passive, les gérants font en général beaucoup moins de transactions et donc les coûts de gestion sont en général plus faibles. Alors, on peut légitimement se poser la question, au vu des taux bas actuels, faut-il privilégier la gestion passive et donc sa structure de frais avantageuse? C'est vraiment une très bonne question que vous posez là, et c'est une question que beaucoup de nos clients se posent, que ce soit des institutionnels ou des conseillers en gestion de patrimoine indépendants. Tout le monde a lu, tout le monde a entendu des phrases autour de « vu le contexte de taux, je préfère acheter un tracker qui sera beaucoup moins chargé que acheter un fonds de gestion active de conviction, parce que de toute façon, avec les frais de gestion, on sait très bien qu'en moyenne, la gestion active, elle performe moins bien que la gestion passive. Je trouve que c'est un raisonnement extrêmement simpliste, et je vais essayer juste peut-être de rappeler d'où vient cette phrase qu'on entend beaucoup, et puis utiliser un exemple simple, qui est celui que l'immobilier, un exemple que tout le monde connaît, pour voir comment est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin que cette phrase assez civile. Sans entrer trop dans la théorie, il y a un papier académique très connu qui s'appelle Luck versus Skills, qui a été écrit par deux économistes américains célèbres, qui sont messieurs Fama et French, qui démontre en effet que si on prend une classe d'actifs donnée, les fonds de cette classe d'actifs performent en moyenne comme les trackers. Comme ils ont des frais de gestion plus élevés, alors il faudrait acheter des trackers. C'est quelque chose de très simpliste. Je vais donc utiliser l'exemple de l'immobilier dont je parlais pour montrer pourquoi il faut voir plus loin. Si on prend l'exemple du marché de l'immobilier, c'est un marché que tout le monde connaît, il est composé par l'ensemble des acheteurs et des vendeurs en immobilier. Donc en moyenne, ce marché, c'est mathématique, performe comme l'ensemble des acheteurs ou des vendeurs qui font ce marché. Si on ajoute les frais de transaction dans l'immobilier, on voit bien qu'en moyenne, le marché de l'immobilier va performer plus que la moyenne des acheteurs ou des vendeurs de l'immobilier. Est-ce que ça veut dire, à votre avis, qu'il est impossible de faire sur le long terme des bonnes affaires dans l'immobilier? Je suis vraiment, moi, personnellement persuadé du contraire. On voit bien qu'il y a des gens qui, de façon récurrente, arrivent à générer de la plus-value immobilière supérieure à la hausse naturelle du marché. Il suffit de rentrer un petit peu plus tôt dans un quartier qui est sous-coté à un moment, qui devient un quartier à la mode, ou au contraire, il y a des gens qui, de façon récurrente, perdent de l'argent dans l'immobilier en achetant des biens dans un endroit dont personne ne veut quelques années après, et donc revendent avec une perte. C'est exactement la même chose sur le marché de la gestion d'actifs, où on a des gens qui, de manière récurrente, grâce à leur expertise, grâce à leur connaissance, grâce à la mutualisation de moyens, grâce au temps qu'ils y passent, arrivent à acheter plus souvent que la moyenne des titres qui vont se révéler plus porteurs que uniquement l'indice. D'accord, merci François. Et on lit certaines théories qui incitent notamment à privilégier les ETF plutôt que certains fonds traditionnels. Quels sont les principaux risques donc, des ETF? Oui, c'est une bonne question là aussi, parce qu'il y a un risque dont on parle peu, c'est le risque de contrepartie qui est associé aux ETF. En effet, les ETF, donc des fonds indiciels cotés en bourse, sont associés à des swaps. C'est-à-dire qu'on utilise des swaps pour construire les ETF synthétiques. Qui dit swap dit risque de contrepartie, et si une banque saute, il est évident que la performance de l'ETF qui est derrière va en être significativement affectée. On peut se dire, oui, le risque qu'une banque saute est extrêmement minime. Il ne faut pas oublier qu'en 2008, plusieurs banques ont sauté et il s'en est retrouvé des risques extrêmement importants et des baisses de performance très fortes sur des produits de type indiciel. Un fonds de gestion active, au contraire, détient les actifs en physique et donc n'est pas du tout exposé à ce risque de contrepartie. D'accord. Alors pour conclure, et en quelques mots François, plutôt gestion active ou gestion passive? Je pense que vous avez compris quel côté je me trouve au vu de mes réponses aux questions précédentes. Je dirais gestion active, bien sûr, mais attention à une gestion active de conviction. Je pense en effet que les ETF ont moins d'intérêt. C'est-à-dire qu'ils forcent les gérants d'actifs à être innovants. Ils les forcent à prendre des paris
il les force à s'éloigner du benchmark, à avoir une tracking error élevée. C'est uniquement en faisant ça que les gérants d'actifs peuvent justifier les frais de gestion qu'ils prélèvent. Et donc je pense qu'il faut donc des sociétés de gestion de conviction, comme par exemple celle Short Range Gestion sur les obligations convertibles ou sur le haut rendement, qui justement appliquent ces principes pour se démarquer d'une gestion purement indicielle ou benchmarkée. Merci François, merci à vous et à bientôt sur sphèreéconomie.com. Merci Jean-Pierre.